Un volcan se réveille en Islande. Une montagne entre en éruption, crachant des millions de tonnes de cendres dans le ciel. Il se passe actuellement quelque chose d'étrange en Islande. Ces dernières années, le pays a subi de puissants tremblements de terre et des éruptions volcaniques successives. Selon l'Office météorologique islandais et les géologues, il ne s'agit pas simplement d'une activité volcanique normale. Cela fait partie d'un cycle géologique très long qui pourrait se poursuivre pendant de nombreuses générations. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de quelques années. Il est possible que cela dure encore de 200 à 400 ans. Cela signifie que les enfants qui naissent aujourd'hui en Islande connaîtront probablement la même activité volcanique même lorsqu'ils seront adultes. Et même leurs petits-enfants et les générations futures pourraient être confrontés à la même situation. Mais pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi la lave semble-t-elle couler sans arrêt et pourquoi le sol semble-t-il trembler sans cesse dans ce pays ? La réponse se trouve sous l'Islande elle-même. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste vous demander un petit like. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Ce n'est pas simplement une île au milieu de l'océan Atlantique. C'est l'un des rares endroits au monde où deux immenses plaques tectoniques de la Terre se rencontrent directement. D'un côté, il y a la plaque nord-américaine, et de l'autre côté, il y a la plaque eurasienne. Elles s'éloignent lentement l'une de l'autre chaque année. Leur mouvement est extrêmement lent, à peu près à la même vitesse que la croissance de nos ongles. Mais même si c'est aussi lent, cela a un impact énorme sous la Terre. En effet, lorsque les deux plaques s'éloignent, une fissure se forme dans la croûte terrestre. Et depuis la partie très chaude du manteau, le magma remonte pour remplir le nouvel espace. Lorsque le magma refroidit, il devient une nouvelle roche. De cette façon, la croûte terrestre s'agrandit progressivement. C'est ainsi que s'est formée la très longue dorsale médio-atlantique, la plus longue chaîne de montagnes de toute la planète. Elle mesure plus de 16 000 km de long. La différence, c'est que presque toute cette partie est cachée sous la mer. Mais en Islande, c'est différent. Parce que cette dorsale s'élève soudainement jusqu'à émerger à la surface de l'océan. Et c'est ici que commence l'histoire unique de ce pays. Mais qu'est-ce qui se cache sous l'Islande ? En fait, il y a une force encore plus puissante qui agit sous l'Islande. Ce n'est pas seulement la séparation des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques sont la raison pour laquelle l'Islande est si active. Mais il y a une autre grande raison. C'est que tout le pays repose directement sur un point chaud du manteau. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une zone à l'intérieur de la Terre où il fait plus chaud que dans les roches habituelles du manteau. Et à cause de cette chaleur intense, les roches fondent plus facilement et deviennent du magma. Plus de magma s'accumule. Il y a donc plus de chances qu'il y ait des tremblements de terre. Et il y a une plus grande possibilité d'éruptions volcaniques puissantes. C'est comme deux machines différentes qui poussent en même temps vers le haut au même endroit. Ce n'est donc pas étonnant qu'à l'Islande soit l'une des régions volcaniques les plus actives au monde. Selon les géologues, la combinaison de la dorsale médio-atlantique et du point chaud du manteau en un seul endroit est très rare sur Terre. C'est aussi la raison pour laquelle l'île continue de grandir depuis très longtemps. Alors que de nombreux pays sont lentement engloutis par la mer à cause de l'érosion, l'Islande, elle, continue de créer de la terre. De nouvelles terres à partir du feu provenant des profondeurs de la planète. Malgré cela, si l'on y pense, la Terre est en réalité très ancienne. On estime que notre planète a plus de 4 milliards d'années, mais si on la compare à l'Islande, celle-ci ressemble à une partie du monde tout juste née. Du point de vue des géologues, ce pays est encore très jeune. Selon les études de l'Office météorologique islandais et des géologues, les roches les plus anciennes d'Islande se trouvent dans les Westfjords et les Eastfjords orientaux. Celles-ci n'ont qu'environ 16 à 18 millions d'années. Cela peut nous sembler une période très longue. Mais dans l'histoire de la Terre, c'est presque comme hier. Pour te donner une idée, de nombreuses parties de l'Europe continentale ont des roches qui ont plus de 500 millions d'années. Cela signifie qu'il y a un énorme écart par rapport à l'Islande. Et plus tu descends vers le sud du pays, plus la Terre est son jeune. Sur la péninsule de Reykjanes, de nombreuses parties de la Terre ne se sont formées qu'il y a 3 à 7 millions d'années. Dans le monde de la géologie, c'est encore très jeune. Cela signifie que la nature n'a pas encore fini de façonner ce pays. Jusqu'à maintenant, il continue d'être transformé par les volcans. L'un des meilleurs exemples de cela est la petite île de Surtsey. En 1963, il n'y avait aucune île visible dans cette partie de l'océan Atlantique. Il n'y avait que la mer.
Ensuite, un volcan a commencé à entrer en éruption sous l'océan. Peu à peu, la lave est montée des profondeurs, elle s'est refroidie en se mélangeant à l'eau de mer. Et en seulement quelques années, une nouvelle île est en née. C'est comme si un nouveau morceau du monde était soudainement apparu de la mer. Comme les scientifiques connaissaient exactement le moment où Surtsey s'est formé, ils en ont fait un laboratoire naturel extrêmement précieux. L'entrée des personnes ordinaires y est strictement interdite. Cela a été fait pour ne pas perturber l'apparition naturelle de la vie. Au fil des années, les oiseaux sont arrivés petit à petit. Ensuite, le vent a apporté des graines de plantes. Peu à peu, les herbes, les mousses, les insectes et d'autres formes de vie se sont également multipliées. Grâce à cela, les scientifiques ont pu observer comment un écosystème commence dans un endroit qui n'était auparavant que de la roche et de la lave. C'est l'un des rares endroits au monde où la formation d'un écosystème complet a pu être suivie presque depuis le tout premier jour. Mais la jeunesse de l'Islande a un revers. Quand la Terre est encore jeune, cela signifie que les fissures en dessous sont encore fraîches. Le mouvement du magma est alors plus actif. Les éruptions volcaniques sont plus fréquentes, et il y a aussi plus souvent de forts tremblements de terre. Selon l'Office météorologique islandais, il y a environ 30 systèmes volcaniques actifs dans tout le pays. Il n'est pas facile de compter le nombre exact. En effet, certains systèmes volcaniques ne comportent qu'un seul grand volcan, mais il y a aussi de très longues rangées de fissures souterraines qui peuvent entrer en éruption à différents endroits. Il y en a aussi qui restent silencieux pendant des centaines d'années avant de se réveiller à nouveau. Ainsi, selon la façon dont les géologues comptent, le nombre de principaux systèmes volcaniques actifs peut varier entre 28 et 33. Au cours des 10 000 dernières années, plus de 100 volcans ont déjà éclaté en Islande. C'est l'un des chiffres les plus élevés de toute l'Europe. Et grâce à sa situation unique, presque tous les types d'éruptions volcaniques peuvent s'y produire. On peut y voir des volcans qui libèrent tout lentement une lave fluide qui s'écoule sur plusieurs kilomètres. Il y a aussi des volcans qui explosent soudainement et projettent d'énormes nuages de cendres dans l'atmosphère. Des éruptions peuvent aussi survenir le long de fissures dans le sol, au lieu de se produire sur un seul volcan. Il existe également de grandes calderas qui se forment après que d'énormes quantités de magma sous la Terre aient été épuisées. En d'autres termes, l'Islande est comme une grande salle de classe pour les scientifiques qui veulent étudier presque tous les types de volcans du monde. Mais malgré tous ces dangers, la majorité des habitants de l'Islande vivent toujours ici. Mais pourquoi ? Parce que le climat n'est pas uniforme dans tout le pays. La région centrale de l'Islande se compose principalement de montagnes, champs de lave, glaciers et grands déserts volcaniques. Cet endroit est très froid presque toute l'année. Peu de gens y vivent. En revanche, les conditions sont meilleures sur les côtes, surtout dans la partie sud-ouest du pays. C'est grâce au Gulf Stream, un courant chaud de l'océan Atlantique. Grâce à cela, de nombreux ports ne gèlent pas beaucoup même pendant l'hiver, et il est aussi plus facile de pêcher dans les mers autour de l'Islande. Et comme le poisson abonde, surtout la morue, c'est ici que de nombreuses communautés ont commencé à se développer. À mesure que la population augmentait, les villes grandissaient aussi. Il y a eu plus de routes, plus de maisons, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, et finalement cela est devenu le centre de l'économie de tout le pays. Actuellement, une grande partie de la population de l'Islande vit près de Reykjavik et dans ses environs. C'est aussi ici que l'on trouve la plupart des infrastructures importantes du pays. Mais la nature n'a pas offert que du poisson à l'Islande. Ils ont également appris à utiliser la chaleur provenant directement du sous-sol. Au lieu de dépendre du charbon ou d'une grande quantité de combustibles fossiles, l'Islande utilise l'énergie géothermique. Selon les données officielles de l'Islande, plus de 85% des maisons du pays sont chauffées par à l'aide de l'eau géothermique. Depuis le sous-sol, l'eau très chaude est trop remontée à la surface à l'aide de puits profonds. Ensuite, elle est envoyée dans les maisons, les bâtiments, les piscines et même sur certaines routes pour faire fondre la glace pendant l'hiver. En d'autres termes, la même chaleur qui peut provoquer des éruptions volcaniques destructrices fournit également une énergie propre qui apporte du confort à des millions de personnes. Mais à mesure que les villes grandissent et que les infrastructures se multiplient, le risque augmente également. Parce qu'il y a maintenant plus de gens qui vivent dans des zones susceptibles d'être touchées par la prochaine éruption volcanique. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas un danger qui pourrait survenir dans quelques centaines d'années. Selon les géologues, il y a des signes qu'un nouveau mouvement de magma se produit sous la péninsule de Reykjavik. Et le prochain chapitre de cette histoire va commencer.
non pas dans un avenir lointain, mais juste sous les pieds des gens. Pendant de longues années, la péninsule de Reykjans semblait paisible. Des tremblements de terre survenaient parfois, mais rien n'indiquait un grand changement. Jusqu'à la fin de 2019, lorsque soudainement, les tremblements de terre ont commencé à se multiplier autour de Fagradalsfjall. Au début, seuls quelques-uns étaient en ressenti, mais au fil des semaines, il y avait presque chaque jour une nouvelle secousse, et elle devenait progressivement plus forte. Selon le Bureau météorologique islandais, au début de 2021, plus de 40 000 tremblements de terre avaient déjà été enregistrés en seulement quelques semaines dans une seule région. Ce n'est pas un tremblement de terre normal. Ce n'est pas non plus un grand séisme suivi de répliques. C'est ce que les géologues appellent un essaim sismique. Dans ce genre de situation, des milliers de petits et moyens séismes se produisent successivement sans qu'il y ait un séisme principal clairement identifié. Pour les gens ordinaires, c'est effrayant à vivre. Mais pour les scientifiques, c'est un avertissement très important. Lorsque ce type d'essaim sismique se produit en Islande, il y a généralement un grand changement sous la surface de la Terre. Dans de nombreux cas, c'est un signe que le magma est en mouvement. Mais comment cela se produit-il ? Imagine la croûte terrestre comme du verre épais. Alors que le magma extrêmement chaud continue de pousser vers le haut depuis le manteau, il cherche la partie la plus faible de la roche. Lorsqu'il trouve une petite fissure, il essaie de l'élargir. À mesure que la fissure s'agrandit, les secousses deviennent plus fréquentes, mais le volcan n'entre pas encore immédiatement en éruption. Au lieu de cela, c'est comme si le magma s'insinuait lentement à l'intérieur de la croûte. Plus il y a de magma qui entre, plus la pression augmente. Quand les roches ne retiennent plus cette force, une éruption se produit. C'est ce qui s'est passé en Islande. En mars 2021, après plusieurs mois de séismes successifs, une longue fissure s'est finalement ouverte dans le sol à Fagradalsfjall. Au lieu qu'un grand volcan entre en éruption, une longue fissure s'est ouverte. De là, la lave a continué de couler. Selon les scientifiques, la première fissure qui s'est ouverte mesurait environ 180 mètres de long. La vallée entière ressemblait à une rivière de feu. Beaucoup d'habitants voyaient ce genre d'éruption pour la première fois de leur vie. Selon les autorités islandaises, il s'agit également de la première éruption volcanique dans la péninsule de Reykjans. Après environ 800 ans de silence, mais ce n'était pas la fin. En fait, ce n'était que le début. Après que l'éruption se soit arrêtée, après près de 6 mois, beaucoup de gens espéraient que le problème était terminé. Mais cette supposition était fausse. En 2022, une éruption a de nouveau eu lieu. Ensuite, il y a eu une nouvelle éruption en 2023. Au fil du temps, les géologues ont remarqué que l'activité du magma se déplaçait vers d'autres parties de la péninsule de Reykjana. Peu à peu, cela se déplaçait vers la région de Svartsengi. C'est là que la situation a commencé à devenir sérieuse. Le 10 novembre 2023, selon la protection civile islandaise, presque toute la ville de Grindavik a été évacuée. Plus de 3700 résidents ont dû quitter leur maison. Ce n'est pas parce qu'il y avait déjà une éruption, mais parce que les scientifiques ont observé une énorme intrusion magmatique passant directement sous la ville. En d'autres termes, une énorme quantité de magma se déplace sous la surface de la Terre, et à tout moment, elle peut trouver un chemin pour sortir. Quelques jours après l'évacuation, de nombreuses fissures sont apparues à Grindavik. Certaines maisons et les routes ont été endommagées par de profondes crevasses. Des canalisations d'eau et infrastructures essentielles ont aussi été endommagées. Selon Reuters et les autorités islandaises, il s'agit de l'une des plus grandes catastrophes naturelles qu'ait connue l'Islande au cours des dernières décennies. Jusqu'à présent, il y a encore peu d'habitants permanents à Grindavik, car le risque d'une nouvelle éruption reste élevé. Mais pour les géologues, il y a quelque chose de plus important qu'ils ont remarqué. Ce n'est pas seulement un volcan qui s'est réveillé. Ils pensent qu'un très long cycle géologique a recommencé, un cycle qui ne s'était pas produit depuis l'époque des Vikings. Et c'est là que l'histoire devient extrêmement importante. Lorsque les premiers colons nordiques sont arrivés en Islande en 874 après Jésus-Christ, ils ont soigneusement consigné les événements importants. Dans leurs anciens récits et sagas, il y a des histoires de feu jaillissant de la mer et d'obscurité même en plein midi. Pendant de nombreux siècles, certains pensaient que ce n'était en paix que des légendes. Mais lorsque les géologues modernes ont étudié les anciennes coulées de lave, les couches de cendres volcaniques et les sédiments autour de Reykjanes, ils ont remarqué que de nombreux détails correspondaient à ce que les Vikings avaient antécrit.
Les études menées par l'Iceland Geosurvey et d'autres instituts de recherche ont montré qu'il y a eu une série de grandes éruptions à Reykjane entre 1210 et 1240. Cette période est maintenant appelée les feux de Reykjane. Ce n'était pas une seule éruption qui s'est produite à cette époque. Les éruptions se sont succédées pendant plusieurs décennies. Ainsi, de vastes pâturages ont été détruits. Les agriculteurs ont rencontré des difficultés et de nombreux animaux d'élevage sont morts à cause des cendres et du manque de nourriture. C'était un grand défi pour les premiers habitants de l'Islande. Mais ces anciens événements sont devenus encore plus importants lorsque les scientifiques ont étudié l'histoire plus ancienne du sous-sol. Sous les lacs et les couches de terre en Islande, il y a de fines couches de cendres volcaniques. Pour une personne ordinaire, cela ressemble simplement à de la cendre. Mais au laboratoire, chaque couche a sa propre signature chimique. La quantité de silice, de fer, de magnésium, de calcium et d'autres minéraux varie comme une empreinte digitale propre à chaque volcan. En analysant ces couches de cendres et en utilisant la datation au radiocarbone sur les sols au-dessus et en dessous, les scientifiques peuvent déterminer exactement quand les anciennes éruptions ont eu lieu. Selon une étude publiée par l'Iceland Geosurvey en mars 2020, ils ont déterminé que ce n'était pas la première fois que la péninsule de Reykjanes se réveillait. Au cours des 4000 dernières années, il y a eu plusieurs périodes prolongées d'intense activité volcanique. Chaque cycle dure plusieurs centaines d'années, puis l'activité faiblit à nouveau. Et après environ 800 à 1000 ans, un nouveau cycle commence à nouveau. C'est pourquoi les géologues étudient sérieusement la situation actuelle. Ce n'est pas parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer ensuite, mais parce que les événements qu'ils observent aujourd'hui ressemblent beaucoup aux schémas qui se sont produits dans le passé. Et si leur interprétation est correcte, il se peut que ce ne soit pas une simple série temporaire d'éruptions. Cela pourrait être le début d'une nouvelle phase d'activité qui pourrait se poursuivre pendant une très longue période. À l'époque des Vikings, lorsque la terre s'ouvrait et que le feu jaillissait, ils ne pouvaient presque rien faire d'autre que de fuir, de prier et d'essayer de survivre. L'Islande est bien différente aujourd'hui. Ils ont maintenant des satellites, des stations GPS, des capteurs sismiques et des scientifiques qui surveillent presque en temps réel les mouvements de la Terre. Et il y a des ingénieurs qui construisent littéralement des murs contre la lave. Selon l'Office météorologique islandais, avant que certaines zones de la péninsule de Reykjanes n'entrent en éruption, le sol s'était surélevé à certains endroits en raison de l'accumulation de magma. Cela ne se voit pas à l'œil nu. Mais grâce au GPS et aux radars satellites, les scientifiques peuvent voir quelle partie du sol gonfle, s'affaisse ou se déplace. Lorsque le sol se soulève soudainement, cela signifie qu'une pression s'accumule en dessous. C'est comme un ballon qu'on gonfle petit à petit. À mesure que le magma s'accumule en dessous, il pousse le sol vers le haut. Si cela s'accompagne de milliers de petites secousses, l'image devient encore plus claire. Les géologues peuvent voir par où passe le magma, à quelle profondeur il se trouve, quelle est sa taille et s'il est possible qu'il atteigne la surface. Cela ne veut pas dire qu'ils connaissent exactement l'heure de l'éruption. Aucun scientifique ne peut dire avec précision à quelle minute la Terre va s'ouvrir, mais ils peuvent détecter les signes avant-coureurs. Et en Islande, chaque heure d'alerte précoce est très précieuse, parce que quand la lave commence à couler, on ne peut plus l'arrêter facilement. Ce n'est pas comme une inondation qui peut se retirer rapidement. Ce n'est pas non plus comme un feu qu'on peut éteindre avec de l'eau. La lave, c'est de la roche en fusion, extrêmement chaude et lourde. Et lorsqu'elle continue de couler, elle peut recouvrir les routes, détruire les canalisations, engloutir la terre et couper l'accès à une ville. C'est pourquoi la stratégie de l'Islande ne consiste pas seulement à prédire quand le volcan va entrer en éruption. Ce qui est plus important, c'est de savoir où la lave ira lorsqu'elle sortira. C'est là que les ingénieurs interviennent. Ils utilisent des modèles informatiques pour étudier la forme du terrain. Ils examinent où le terrain descend, où la lave pourrait couler, où elle pourrait ralentir, et où il faudrait placer des barrières pour la détourner loin des maisons, des routes, des centrales électriques ou des conduites d'eau. Selon Reuters et les autorités islandaises, après l'évacuation des résidents de Grindavik en novembre 2023, la construction de barrières de protection autour des zones importantes est devenue encore plus cruciale. Le but de ces murs n'est pas de vaincre le volcan. La lave n'est pas si facile à arrêter. Le véritable objectif est plus simple, la ralentir, la détourner et gagner du temps. Même quelques heures de plus, c'est déjà très important. On peut évacuer les gens, on peut déplacer les équipements, on peut fermer les routes dangereuses.
On peut protéger la centrale électrique et l'approvisionnement en eau chaude. Dans un pays qui dépend de l'énergie géothermique, c'est très important. Si les pipelines et la centrale sont endommagés, cela affecte non seulement les maisons, mais aussi le chauffage. L'électricité est affectée, l'eau est affectée, toute la communauté est affectée, mais la lave n'est pas toujours la même. Il y a de la lave qui est épaisse, lente et dont la surface est rugueuse. Il y a aussi de la lave qui est plus fine, qui coule plus facilement et qui se déplace plus rapidement vers les parties basses du terrain. Selon l'USGS, la forme et l'inclinaison de la barrière jouent un rôle important dans le mouvement de la lave. Si le mur est mal placé, la lave peut s'accumuler, monter et déborder. Mais si l'angle est correct, il y a plus de chances de dévier son flux vers un endroit plus sûr. C'est pourquoi il ne suffit pas simplement d'empiler de la terre. Les ingénieurs doivent connaître la direction du flux. Ils doivent connaître la vitesse. Ils doivent connaître l'épaisseur. Et ils doivent agir avant que la lave n'atteigne la zone critique. À Reykjanes, les barrières ont été construites avec de la terre, du gravier, des pierres et des matériaux provenant directement des environs. Parfois, pendant leur construction, la lave était déjà proche. Cela signifie que les équipes travaillent en sachant qu'à tout moment, la direction du feu peut changer. Ce n'est pas un projet de construction ordinaire. C'est une course contre la montre et contre la force de la Terre elle-même. Mais les premières expériences ont montré qu'il y avait de l'espoir, même s'ils ne pouvaient pas arrêter toute l'éruption. Ils pouvaient parfois modifier la trajectoire de la lave. Ils pouvaient s'en protéger certaines parties de l'infrastructure, et ils pouvaient donner aux gens plus de temps pour survivre. C'est ici que l'Islande moderne diffère de l'Islande à l'époque des Vikings. À cette époque, une éruption était simplement une question de destin. Quand la lave arrivait, il ne restait plus qu'à fuir. Aujourd'hui, cela est observé depuis l'espace. On mesure cela à l'aide de capteurs. On utilise des modèles informatiques, et on bloque cela avec des murs construits par l'homme. Mais peu importe l'intelligence de la technologie, il y a toujours une limite claire. L'homme ne peut pas ordonner à un volcan de s'arrêter. Aucune machine ne peut empêcher la séparation des plaques tectoniques. Et aucun ingénieur ne peut les refermer. Les profondes fissures sous la Reykjanes, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est anticiper le danger, lire les mouvements de la Terre, préparer les gens, et détourner le feu avant qu'il n'atteigne le cœur d'une ville. Alors, pendant que le magma continue de bouger sous l'Islande, le combat de ce pays ne concerne pas seulement la survie. Il s'agit de savoir jusqu'où l'homme moderne peut rivaliser avec une force plus ancienne, plus puissante et plus profonde que n'importe quelle ville que nous avons construite au-dessus d'elle. À chaque nouvelle éruption, l'Islande apprend quelque chose de nouveau, et chaque nouvelle leçon est immédiatement utilisée pour la prochaine épreuve. C'est la raison pour laquelle leurs défenses contre la lave deviennent plus grandes et plus efficaces chaque année. Selon les autorités islandaises, après la prochaine éruption dans la péninsule de Reykjanes, ils ont commencé à construire de très longues barrières de protection autour des endroits les plus importants du pays. Ce ne sont plus de simples tas de terre. C'est maintenant un immense projet d'ingénierie. Certaines barrières atteignent plusieurs kilomètres de long. D'autres font presque 24 mètres de haut. Elles sont si grandes qu'il a fallu ouvrir de nouvelles carrières pour obtenir suffisamment de pierres et de gravier pour la construction. Les matériaux utilisés ne sont pas non plus ordinaires. La plupart des barrières sont faites de gravier de basalte très compacté car il est plus résistant à la chaleur extrême et au poids de la lave. À l'extérieur, de grosses pierres sont placées pour éviter l'effondrement de la structure. La forme et l'angle de chaque barrière sont aussi soigneusement choisis. Leur but ne se limite pas à bloquer. Il est plus important de contrôler la direction de la lave. Lorsque les ingénieurs savent où la roche en fusion va naturellement s'écouler, ils peuvent la guider vers un endroit plus sûr. C'est comme diriger une inondation déchaînée. On ne peut pas arrêter l'eau, mais on peut la détourner pour qu'elle n'atteigne pas les maisons. C'est le même principe avec la lave. L'une des choses les plus importantes protégées par les barrières est la centrale géothermique de Svartsengi. Cette installation est très importante pour l'Islande. C'est ici que provient une grande partie de l'énergie géothermique et de l'eau chaude utilisée par de nombreuses communautés. Si cette installation est endommagée, ce n'est pas qu'une ville qui sera touchée. Électricité, chauffage et eau chaude pourraient être perturbés dans toute la région. C'est pourquoi le gouvernement accorde une grande priorité à sa défense. Mais peu importe la taille des barrières, il est impossible de fermer complètement tout le site. Il doit toujours y avoir des passages pour les véhicules. Il y a des pipelines qui doivent traverser. Les véhicules d'urgence doivent pouvoir entrer à tout moment. C'est pourquoi il y a des ouvertures spéciales à certains endroits de la barrière.
En temps normal, elles restent ouvertes. Mais selon la protection civile islandaise, les équipements sont également prêts pour fermer rapidement ces ouvertures en cas de menace d'éruption. En seulement quelques heures, toute la défense peut être modifiée selon la situation. Le travail ne s'arrête pas non plus lorsque l'éruption cesse. En fait, c'est là que commence une nouvelle phase d'analyse. Les scientifiques mettent à jour leurs modèles informatiques. Ils déterminent où la lavette passait, où la barrière a été efficace et où il a fallu l'élever. Et où il faut construire une nouvelle défense. Ensuite, tout le processus est répété. Lorsqu'il y a une nouvelle éruption, une nouvelle analyse est effectuée. Une nouvelle construction commence. Un nouvel ajustement. C'est un combat continu qui peut durer très longtemps. La bonne nouvelle, selon les rapports des autorités islandaises, c'est que beaucoup de leurs modèles de prévision se sont révélés efficaces. À plusieurs reprises, la simulation informatique correspondait presque exactement au véritable parcours de la lave. Grâce à cela, ils peuvent prendre des décisions plus rapidement sur l'endroit où envoyer les engins lourds et sur quelle barrière il faut augmenter la hauteur. Mais même avec la meilleure technologie, il y a des moments où vous devez encore choisir. On ne peut pas tout sauver. L'un des exemples les plus clairs de cela est le Blue Lagoon. C'est l'une des destinations touristiques les plus célèbres d'Islande. Lors des éruptions de la fin 2024, la lave a atteint certaines parties de ses environs. Certains endroits ont été sacrifiés pour pouvoir sauver des infrastructures plus importantes. Selon Reuters et les autorités islandaises, le principal objectif des nouvelles barrières est de protéger la centrale géothermique et les bâtiments principaux. Le parking n'est pas une priorité. Il est plus facile de remplacer des voitures que de perdre une centrale géothermique qui fournit de l'énergie à tant de personnes. Cela montre que pendant une catastrophe, il faut prendre des décisions difficiles. On ne peut pas sauver tous les biens. Mais il y a un problème qu'aucune barrière, même la plus haute, ne peut arrêter. Lorsque de nouvelles fissures s'ouvrent directement sous une ville, c'est la plus grande limite de toutes les défenses. Si le magma monte directement sous les maisons et les routes, aucune barrière ne pourra l'arrêter. C'est pourquoi la préparation de l'Islande ne se concentre pas uniquement sur la construction de murs. Ils continuent également à adapter toute leur infrastructure. Ils ont des plans pour déplacer certaines lignes de transmission vers des endroits plus sûrs. Il y a aussi des pipelines enterrés profondément dans des roches solides. Certaines routes principales ont été redessinées pour faciliter la création d'itinéraires alternatifs en cas d'éruption. À mesure que la technologie progresse, les chercheurs utilisent également l'intelligence artificielle pour trouver plus rapidement des alternatives. Avec les avancées technologiques, les chercheurs recourent aussi à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une énorme quantité de données provenant des satellites, des stations GPS, des capteurs sismiques, et la plus grande limitation est que, même avec tout cela, il est difficile de prédire exactement la prochaine éruption. Mais cela aide à détecter plus rapidement les signes d'une possible éruption. Cela permet de détecter plus vite des schémas que l'homme ne verrait pas. Face à la fréquence d'événements en Islande, plusieurs pays cherchent des alternatives. Selon les volcanologues et les experts en gestion des catastrophes, il est rare dans l'histoire qu'un pays moderne doive vivre au milieu d'une crise volcanique continue, tout en maintenant le fonctionnement de son économie et de ses villes. Si les mesures prises par l'Islande réussissent, cela pourrait servir de modèle pour d'autres pays ayant des volcans actifs à l'avenir. Mais au final, une chose est claire, l'homme ne pourra jamais arrêter les mouvements de la Terre. Nous ne pouvons pas empêcher les plaques tectoniques de bouger. Nous ne pouvons pas ordonner au magma de s'arrêter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est étudier la nature, comprendre ses avertissements et utiliser la science pour réduire les dégâts. Pendant des milliers d'années, l'Islande a été façonnée par le feu venant des profondeurs de la planète, et il semble que cela ne va pas s'arrêter de sitôt. Alors que le nouveau cycle volcanique de Reykjanes se poursuit, l'Islande devra faire face à un défi qui pourrait durer non seulement quelques années, mais de nombreuses décennies. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un volcan. C'est l'histoire d'un pays entier qui essaie de suivre le rythme de l'une des forces les plus puissantes de la nature. Et à chaque nouvelle éruption volcanique, une chose est constamment prouvée. L'homme ne peut pas contrôler la Terre. Mais grâce à la science, à la préparation et à de bonnes décisions, nous pouvons sauver plus de vies pendant que le monde dans lequel nous vivons continue de bouger.